Juninho, Ronaldinho, Drogba, Zlatan, Thierry Henry, Franck Ribéry, Eden Hazard. Bon, clairement, difficile d'imaginer notre bonne vieille Farmers League sans ces icônes, ces stars qui ont fait l'histoire de la Ligue 1. Ces joueurs qui ont clairement laissé une trace et écrit l'histoire dans le championnat. Mais bon, même si on a eu quand même notre lot de stars iconiques et historiques dans le championnat de Ligue 1, il y en a d'autres, des stars mondiales, des icônes du foot, qui ont vraiment été à ça de signer dans un club de Ligue 1 et de nous offrir quelques beaux souvenirs dans le championnat. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ces transferts-là, les fameux plus gros transferts manqués de l'histoire de la Ligue 1. Bon, par contre, avant de se lancer, pour cette liste-là, j'ai établi 3 critères spécifiques pour essayer de ne pas partir dans tous les sens, parce que forcément, des rumeurs, il y en a quand même un sacré paquet. Donc les critères, c'est les suivants. Le premier, il faut que le joueur en question, au moment où il a failli signer en Ligue 1, ça soit un joueur pro, c'est-à-dire que ça soit pas forcément les essais en amateur, les essais quand le joueur est en minime ou etc. qui sont ratés. Ça, on en connaît un paquet d'histoires, mais là l'idée c'est que voilà, le club a vraiment raté un joueur qui déjà avait fini sa formation et était confirmé. Le deuxième critère, il faut que ça soit pas juste une rumeur, il faut qu'il y ait des éléments tangibles, qu'il y ait des sources, qu'il y ait potentiellement le club ou le joueur qui ait déjà parlé un peu de cette histoire et qu'on puisse quand même s'appuyer un peu sur du concret, que voilà, on raconte pas du bullshit. Hein. Et le troisième critère, il faut que le joueur n'ait jamais signé derrière dans un autre club de Ligue 1. Voilà, si on dit que par exemple Zlatan a raté l'OL, bon c'est vrai, sauf qu'il a signé au PSG derrière, donc bon. Évidemment, on a déjà eu des souvenirs de Zlatan en Ligue 1, on a déjà des grands moments, des grands buts qu'on a pu vivre, donc là ça marche pas forcément. Donc voilà, ça c'est les 3 critères sur lesquels on va partir, et puis pour le reste, on se lance, on est parti. Je pense que sur la liste quand même, il y en aura peut-être un qui vous surprendra. Bon, c'est un peu l'annonce typique pour que vous mettiez la vidéo, mais en vrai, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus surprenants que d'autres. Bon, on commence déjà avec du lourd, avec Pelé. Et ouais, le roi Pelé qui a failli signer au PSG en 71. Alors bon, vous allez voir que pour ceux qui ont déjà maté la vidéo des comebacks, il y a quelques joueurs forcément qui reviennent, dont Pelé. Et Pelé en 71, bon, pas besoin de vous faire un dessin, mais triple champion du monde, il vient de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil en 70. Il est clairement sur le toit du football mondial. C'est l'icône ultime, c'est la star mondiale, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Et en 71, le PSG, il a seulement 1 an d'existence en fait. Il vient juste d'être créé et pourtant il accède déjà à la première division. Clairement, le club, il a quand même pas mal d'ambition. En plus, ils en sont à la 3e version du Parc des Princes, donc ils sont en train de créer la version qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 50 000 places. Et clairement, 50 000 places, il faut les remplir. Donc pour ça, il y a une petite problématique. On commence à réfléchir un peu comment faire. Et Guy Crescent, donc le président de l'époque, il se dit, voilà, la meilleure solution, tout simplement, ramener le meilleur joueur du monde. Voilà, rien que ça. Bon, vous allez me dire, c'est quand même un poil ambitieux. Ouais, mais en fait, à l'époque, Santos, donc le club dans lequel Pelé est, ils ont des problèmes financiers. Et ça, tout le monde en a entendu parler, en tout cas Guy Crescent en a entendu parler, et donc c'est un peu pour ça que finalement il s'intéresse au dossier, c'est qu'il se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Il prend l'avion en direction le Brésil pour essayer de convaincre Pelé de rejoindre le PSG, qui est un projet forcément très très ambitieux, mais vraiment tout neuf quoi. Le PSG il a même pas signé sa 2e bougie, donc clairement voilà, c'est quelque chose d'un peu particulier, et il est tellement confiant qu'en partant, il annonce même aux journalistes qu'il va revenir avec une 2e tour Eiffel. Bon, belle confiance le type quand même. Bon, pour que ça marche et surtout pour arriver à convaincre tout ce beau monde, le PSG, ils ont quand même concocté un montage assez important et assez intéressant avec un prêt de 3 ans, donc pas d'achat, avec des recettes partagées entre le PSG et Santos et surtout avec des redistributions directes à Santos pour les aider dans leur situation financière. Donc voilà, c'est quand même très cohérent. Vis-à-vis de Santos, c'est super intéressant. Et même le club va être quand même très intéressé. Et Pelé, bon, il n'est pas plus intéressé que ça. Mais finalement, évidemment, s'il n'y a pas de solution à Santos, il va se laisser convaincre et il va partir au PSG. Donc voilà, on en est là. Finalement, c'est pas loin de se faire. Mais au dernier moment, Santos, il trouve une autre solution qui leur permette de garder Pelé. Ils font une tournée très très lucrative aux États-Unis sur lequel ils amassent pas mal d'argent. Et du coup, ils amassent finalement suffisamment d'argent pour garder Pelé et lui proposer forcément un montage financier suffisamment intéressant. Et voilà, bon, c'est à ce moment-là que ça se fait pas, mais clairement, là, sur l'histoire, on avait les 2 clubs qui étaient finalement d'accord. Bon, Santos, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. C'était un peu l'obligation, si jamais ils trouvaient pas une autre solution, de vendre Pelé. Donc voilà, c'était presque fait, mais il restait quand même un petit nœud dans la balance avec forcément Pelé qui était moyen chaud pour venir. Bon, pour le deuxième, on reste dans la thématique des joueurs que j'ai déjà cités dans les plus grands comebacks de l'histoire en sélection, mais ça va être Maradona. Bon, Maradona,
l'histoire, elle est quand même sacrément connue, hein. Donc là, vous avez le droit de passer si vous voulez, je vous mets les chapitres et vous irez voir le prochain. Et voilà, pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, Maradona en 89, bon bah, il est à Naples, c'est Dieu, c'est une légende vivante à Naples. Il est adulé complètement par le club, par les supporters, par la ville même, mais ça devient quand même très, très oppressant et il a du mal finalement à vivre à Naples. Ça commence à devenir, ouais, c'est ça, très oppressant. Et puis, bon, il y a quand même la mafia locale à l'époque qui tient un peu le truc et qui est un peu liée à Maradona aussi. Donc voilà, il est quand même dans un contexte où forcément la pression et la qualité de vie, elle est pas si ouf que ça en vrai. Et c'est là du coup que se met en marche l'histoire du transfert manqué le plus célèbre de la Ligue 1. Tapi finalement, il vend un peu de ses histoires. Il apprend que Maradona, il commence à se lasser un petit peu de Naples et à essayer de regarder un petit peu à côté. Donc il se dit qu'il y a quand même un coup à jouer. Donc go, on y va quoi. On tente. Et on tente pas à moitié, hein. Parce que Tapi il se déplace directement là-bas et il propose à Maradona un salaire multiplié par 2, une villa à Cassis, quand même sympa, et puis surtout une qualité de vie beaucoup plus calme et beaucoup plus stable pour lui. Et la villa à Cassis, Maradona à l'époque apparemment il en parle pas mal. C'est quand même un truc qui l'intéresse. Il arrête pas de vérifier auprès d'Hidalgo et auprès de Tapi si on est bien d'accord là-dessus, etc. Donc ouais, le package proposé à Maradona à l'époque, il est plutôt intéressant et il fait mouche. Bon, l'histoire après, elle tourne un peu au scénario de film parce que Hidalgo, il se déplace directement chez Maradona pour essayer de négocier. Et à ce moment-là, il y a un journaliste qui appelle chez Maradona pour parler à Hidalgo. On lui passe Hidalgo et donc évidemment, le journaliste, il sait directement que il est bien à Naples, il est bien chez Maradona et donc il est bien en train de négocier. Et c'est là que l'info fuite et que forcément, ça commence à faire les unes des journaux en France. Et du coup, forcément, ça complique un peu les choses. Mais du coup, Tapi, il va faire all-in. Voilà, il va commencer à faire plein de déclarations là-dessus. À dire que 20 millions par an, c'est cadeau pour Maradona. Clairement que c'est pas cher. Voilà, il va vraiment forcer un peu le truc. Ce qui plaît pas trop au président de Naples, honnêtement. Bon, de toute façon, je pense qu'il avait jamais envie de le laisser partir. Donc voilà, ils vont se confronter à un refus de Naples là-dessus. Un nom assez catégorique. Et finalement, Maradona, il va quand même vraiment faire le forcing pour essayer de faire bouger les choses. Mais ça n'a pas marché. Bon, après, ça c'est la raison officielle, mais bon, il y a quand même aussi la raison officieuse, à savoir que à l'époque, la mafia napolitaine, elle était quand même très très présente, et surtout Maradona, c'était un vrai enjeu pour la ville, et c'était un vrai enjeu pour l'économie de la ville et pour l'économie de la mafia aussi. Donc voilà, ils n'avaient pas trop envie de le laisser partir, et finalement, il y avait quand même pas mal de points bloquants dans cette histoire, hormis le fait que Maradona lui était chaud pour venir. Et donc finalement, ça coince là-dessus, quoi. Et on le raconte moins, mais d'ailleurs, l'OM, ils ont raté une deuxième fois Maradona en 92. Donc là, quand vraiment il a quitté Naples, il cherchait un autre club et l'OM est revenu sur le tapis. Il y a eu des négociations, mais finalement, il a préféré choisir Séville. Bon, il était moins prêt qu'en 89 de signer à l'OM, mais ouais, ça aurait pu se faire en 92, quoi. Bon les gars, avant d'enchaîner sur le prochain, si vous kiffez un peu ces formats et que vous kiffez le nouveau setup, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à booster la vidéo, ça aide vraiment pour le partage, à aider à augmenter un peu la visibilité de la vidéo et augmenter la visibilité de la chaîne. Et moi ça m'aide à développer et à essayer de vous proposer des contenus toujours un peu plus intéressants. Pour le troisième, j'aurais bien aimé voir ça. Franchement, ouais, ça m'aurait plu de voir ça. C'est Roberto Carlos. Bon là on est en 95, Roberto Carlos à cette époque-là, il est jeune, il est explosif, surtout il a un pied qui est clairement une arme nucléaire avec sa puissance de frappe et ses coups francs. Et le premier club européen de Roberto Carlos, ça aurait pu être le PSG. Là c'est pas une rumeur, hein, même Roberto Carlos il en a déjà parlé plusieurs fois. À cette époque-là, Paris il cherche encore vraiment à asseoir sa stabilité au plus haut niveau européen. Et donc, clairement, signer un jeune talent prometteur de la trempe de Roberto Carlos, ça aurait vraiment été un step supplémentaire. Et Luis Fernandez, il kiffe le profil, il y croit et il est vraiment intéressé pour le signer. Mais très vite, en fait, il y a une première barrière qui se pose, c'est le prix. Parce qu'on en demande à l'époque 5 millions de francs. Et ça fait quand même une certaine somme. Le discours, clairement, en interne au PSG, c'est qu'il y a Patrick Colletter et que on peut peut-être se concentrer là-dessus et éviter de dépenser autant pour un jeune prospect qui n'est pas encore vraiment établi. Mais la vraie raison, a priori, c'est surtout la règle des 3 internationaux étrangers. Parce que, à l'époque, on est avant l'arrêt Bosman. Donc, ça veut dire que chaque club a le droit à 3 internationaux étrangers maximum. Et à cette époque-là, le PSG, ils sont déjà chargés en extra-communautaire. Et donc, quand on réalise que finalement, faire signer Roberto Carlos, ça veut dire réorganiser tout l'effectif et se séparer d'un autre joueur, donc potentiellement un joueur en attaque,
et bah finalement on fait un peu marche arrière, on recule et on ralentit un peu le dossier. Et donc ça, bah d'ailleurs Roberto Carlos en parle, lui, quand il parle de son opportunité de signer au PSG, il explique que finalement la direction du PSG a ralenti un peu le dossier, a pas vraiment favorisé les négociations. Et donc ils l'ont pas vraiment aidé à signer. Et je pense que c'était aussi dû à cette raison-là, c'est que finalement ils se sont rendus compte que ça allait être assez compliqué de le signer sans changer complètement un peu la stratégie de l'effectif actuel. Et donc, ils ont fait marche arrière. Et voilà, tout était là. Lui, il était très chaud pour venir. Luis Fernandez, évidemment, il était très chaud. Le PSG, au début, en tout cas, ils étaient chauds pour le faire venir. Et puis finalement, pour ces raisons-là, ça s'est pas fait. Derrière, lui, bah voilà, il va arriver en Europe, l'Inter, le Real Madrid. Et puis la légende qu'on connaît, un des plus grands latéraux de l'histoire du football, tout simplement. Donc ouais, ça aurait été plutôt sympa de le voir en Ligue 1, ouais. Bon, tant qu'on est sur le sujet des Brésiliens au PSG, on peut peut-être parler de Ronaldo Nazario, hein. R9. Bon bah allez. Bon, Ronaldo c'est pareil, on est en 95. Bah à cette époque-là, Ronaldo il est du côté du PSV, il vient de sortir une saison mais vraiment stratosphérique. Tout le monde sait déjà qu'on tient là la prochaine pépite offensive du football mondial et européen. Il a 18 ans, il a claqué quoi, 35 buts en 36 matchs je crois. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et le PSG, ils ont une vraie opportunité pour le signer, hein. Alors à ce moment-là, ils sont détenus par Canal, donc forcément, ils ont quand même un peu de budget. Ils peuvent tout à fait se le payer. Ils sont en train de monter une grosse équipe. Ronaldo, il s'inscrit tout à fait dans cette stratégie. Mais en fait, la raison, elle va être quand même assez lunaire. C'est que bah, à cette époque-là, Canal, ils détiennent la Ligue 1. Ils détiennent les droits du championnat en tout cas. Et donc, le fait de détenir les droits du championnat de Ligue 1, donc de diffuser le championnat et en même temps d'être le propriétaire du PSG, bah, ça fait que voilà, il y a un peu une double casquette qui les gêne un petit peu dans ce dossier-là parce que bon, faire signer Ronaldo et vraiment assommer le championnat avec une attaque de feu du côté du PSG, une équipe qui vraiment serait complètement au-dessus des autres en termes de niveau, et bah, ça ferait que tu tuerais un peu le suspense dans le championnat. Donc, c'est pas très intéressant pour les audiences. Et donc, bah, finalement, ils se sont dit, ouais, on va peut-être pas le faire. On va peut-être pas le faire. On va essayer de rester un peu plus cohérent. Et donc, le PSG passe à côté de Ronaldo pour ça. Pour juste ne pas être trop au-dessus des autres sur le championnat et ne pas casser la concurrence, quoi. C'est assez lunaire de se dire que bah voilà, on n'a pas eu droit à Ronaldo en Ligue 1 pour ça, quoi. C'est fou. Et d'ailleurs, Ronaldo, il avait déjà raté une autre opportunité de jouer en Ligue 1 avec l'AS Cannes. À l'époque, quand il avait 15 ans, il avait fait des essais. C'était Luis Fernandez à l'époque, encore lui, qui l'avait vu, qui voulait vraiment le recruter. Et puis ça s'était pas fait parce que le prix était quand même déjà un petit peu élevé et Cannes avait estimé que c'était un pari trop risqué. Mais donc voilà, il y a eu 2 opportunités pour Ronaldo de jouer en Ligue 1. Bon bah sur le prochain, on est toujours sur le filon brésilien, hein. De toute façon, ça là-dessus, c'est récurrent, mais pas le PSG cette fois, ça sera l'OL et c'est Cafu qui a failli signer à l'OL. Et là, c'est vraiment une histoire qui avait été très très suivie à l'époque parce que bah, forcément, Jean-Michel Aulas, on le connaît déjà à l'époque, il était quand même assez bavard et il aimait bien vendre un produit du rêve aux supporters et aux médias. Bon, en 97, Cafu, il évolue du côté de Palmeiras et il est sur le point de signer son premier contrat avec un club européen. Et donc, il y a pas mal de clubs déjà qui commencent à l'observer un petit peu parce que, bon, voilà, c'est Cafu, hein, de toute façon, il sort pas de nulle part, hein, évidemment. Et à cette époque-là, en 97, le Brésil, ils viennent faire le tournoi de France. Donc ils sont en France à l'été 97. Et donc ça permet aussi à certains de voir forcément les joueurs brésiliens. Ça permet à l'OL et à Jean-Michel Aulas de mieux voir Cafu et de pouvoir rentrer en contact avec lui. Et d'ailleurs Cafu, lui aussi, il va jouer à Gerland. Et il va dire que c'est une des meilleures pelouses sur lesquelles il ait jamais joué. Et donc forcément, ça lance un petit peu les hostilités et surtout les négociations entre Cafu et l'OL. Parce que à ce moment-là, il est assez chaud pour signer. Et l'OL, évidemment, ils sont un peu bavards, ils en profitent. Ils disent auprès des médias qu'ils visent un joueur parmi les 4 sélections présentes au tournoi de France. Et finalement, c'est le Progrès, lui, qui va sortir l'info en premier, qui va dire que l'OL vise Cafu. Quand on sait ce qu'il a fait après, hein, clairement, AS Roma, Milan AC, etc., ça aurait fait du bien d'avoir un joueur comme lui clairement dans le club. Au bout de quelques jours, l'OL, ils annoncent que Cafu à l'OL, c'est 90% fait. Et puis finalement, quelques jours plus tard, ils vont rétro-pédaler, ils vont dire qu'ils vont avoir une chance sur 2. Et finalement, les négociations vont pas aller beaucoup plus loin parce qu'à partir du moment aussi où forcément, il y a d'autres clubs qui suivaient un peu tout ça, qui regardaient, et notamment, il y a eu les médias qui ont beaucoup parlé de ça. Derrière, il y a l'AS Roma qui rentre aussi en compétition et finalement, Cafu va signer à l'AS Roma. Cafu, en tout cas, a déjà expliqué qu'il était vraiment convaincu par le stade et par la pelouse de l'OL. Bon, ça suffit pas, évidemment. D'ailleurs, ça s'est vu, ça n'a pas suffi. Mais Aulas, il en a reparlé dans une interview de Carré récemment.
Et il disait que vraiment il était à ça de signer Cafu et que ce qui lui a manqué, c'est peut-être un petit peu d'ambition, de pousser un petit peu plus loin la négociation. Mais ouais, d'après lui, c'était vraiment à un poil de ce que vous pensez, quoi. Bon, dommage franchement. Allez, on fait une pause un peu avec les Brésiliens. Là, on va partir du côté du Portugal. Bon, bah évidemment, c'est Cristiano Ronaldo. CR7, il a quand même eu 2 occasions de signer en Ligue 1, avec l'OL et avec le PSG. Et plus ou moins à la même période d'ailleurs. La première, c'est l'OL. En 2002-2003, il joue au Sporting à ce moment-là. Et l'OL, eux, ils cherchent à se débarrasser de Tony Vérel. Ils cherchent à le vendre et ils rentrent en discussion avec le Sporting qui, eux, leur proposent de récupérer Tony Vérel contre 2 autres joueurs, dont un certain Cristiano Ronaldo. Bon, à cette époque-là, il est déjà pro, il a déjà fait quelques matchs du côté du Sporting. Évidemment, on a déjà repéré un peu son talent, on sait déjà que c'est un très bon joueur, on s'imagine forcément pas que ça va être le GOAT ou le deuxième GOAT en fonction de qui. Enfin, vous m'avez compris. Mais voilà, en tout cas, on sait que c'est déjà un bon joueur, mais en fait, l'OL, eux, ils sont intéressés pour vendre Tony Vérel, ils ont besoin d'argent. Donc ils acceptent pas de se faire prêter des joueurs en retour. Et là on est sur une négociation avec un échange et un prêt, donc en fait ça colle pas trop à ce qu'ils veulent. Et donc finalement ils refusent le deal. Donc ils passent à côté de Ronaldo. Derrière, bon forcément à la fin de l'année il va signer à Manchester United. Et puis bon, on connaît l'histoire. Et la deuxième fois où Ronaldo a failli signer, c'est justement l'année d'après. Il a déjà joué un petit peu avec Manchester United, mais bon, il n'a pas encore percé vraiment. Il a fait une petite saison qui est quand même déjà assez intéressante, mais Ferguson, il veut lui faire prendre un peu d'épaisseur, il veut le prêter pour vraiment lui donner du temps de jeu et l'aider à le développer. Et donc, en fait, à ce moment-là, il veut reprendre Gabriel Heinze du PSG. Et donc, il propose un échange Heinze-Ronaldo. Le PSG va refuser, parce que voilà, il trouve que le deal n'est pas assez intéressant apparemment. Finalement, ils vont quand même finir par vendre Heinze pour 10 millions à Manchester United, et ils n'auront jamais Ronaldo. Donc voilà, bon, on espère qu'ils ont trouvé le deal gagnant à l'époque en tout cas. Mais voilà, donc CR7 il a failli signer 2 fois en Ligue 1 et en plus avec des clubs dans lesquels je pense il aurait eu une qualité de jeu et une équipe qui aurait été assez intéressante. Bon, je joue un peu avec les limites de mes 3 critères là parce qu'il est quand même en début de carrière. Évidemment il est déjà pro mais il n'est pas quand même affirmé, c'est pas une star absolue à ce moment là. Mais en fait il y a quand même eu plusieurs épisodes derrière où il a failli signer quand il était au Real Madrid, où là c'était vraiment la star absolue, où il a été en négociation. Alors parfois c'était quand même des négociations plutôt pour renégocier son contrat du côté du Real. Parfois il y avait un léger intérêt, notamment quand il est parti du côté de la Juve. À ce moment-là il discutait avec le PSG. Donc voilà, le fait que à ce moment-là il ait aussi discuté avec le PSG version Qatar, je trouve que ça légitime un peu plus le fait de parler de ces histoires-là quand il était au début de sa carrière professionnelle. Donc ça rentre dans mes critères, voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, encore une fois, je gère bien mes transitions parce que on enchaîne avec une autre star du Real Madrid. Vous voyez, c'est quand même travaillé et tout, ça rigole pas. Luka Modric. Luka Modric, il a 2 opportunités de signer en Ligue 1 dans sa carrière. C'est avec l'OM et avec le PSG. Et la première, c'est quand même la plus, je dirais, la plus proche en termes de possibilités de signature. C'est avec l'OM en 2007. À ce moment-là, Modric, il est déjà pro, mais il commence tout juste sa carrière du côté du Dinamo Zagreb. Évidemment, il a déjà été repéré et surtout, il est repéré par Josip Skoblar qui travaille pour l'OM sur le marché croate. Et donc, Skoblar, il propose Modric à l'OM. Et à ce moment-là, l'OM, ils viennent de vendre Ribéry au Bayern Munich. Et donc, ils sont quand même un peu en recherche de une prochaine pépite à développer qui puisse aussi incarner un petit peu le projet, etc. Donc, ça colle plutôt. Franchement, c'est assez intéressant, si ce n'est le prix. Parce que le Dinamo Zagreb, à cette époque-là, ils en demandent 10 millions. Et 10 millions, il faut quand même se représenter. À l'époque, 10 millions, déjà pour l'OM, c'est assez important. Mais même sur le marché à l'époque, voilà, un jeune prospect, tu payes 10 millions, c'est quand même assez costaud. Ça arrive pas tous les jours. Bon, voilà, aujourd'hui, un joueur à 10 millions, il peut signer à l'OL, par exemple, qui a plein de difficultés financières. Morton, par exemple, c'était le prix pour lequel il a été acheté. Bon, ça choque personne, mais à l'époque, 10 millions pour un joueur comme ça, tu le sors pas tous les 4 matins. Et donc, voilà, finalement, l'OM, ils vont freiner, ils vont prendre Ziani et Zenden. Et ils vont pas signer Modric, qui va signer l'année d'après à Tottenham pour 22 millions. Et voilà, la suite, on la connaît. Modric à Tottenham, c'est quand même assez intéressant. Et puis derrière, Modric, il va signer au Real. Et d'ailleurs, à ce moment-là, au moment où il va signer au Real, en 2012, justement, c'est là où il a failli signer au PSG. Le PSG, ils sont dans les négociations. À ce moment-là, ils lancent tout juste leur projet QSI. Ils sont en recherche vraiment de stars et de joueurs assez établis qui peuvent aussi développer au sein du club. Et donc, Modric, il rentre tout à fait dans cette optique-là.
Donc ils sont en négociation avec Modric. Bon, selon les dires de Modric lui-même, justement, il dit bah voilà, j'étais en négociation avec le PSG, mais à partir du moment où le Real est arrivé, bon bah c'était plus possible de réfléchir quoi. Il dit quand le Real toque à ta porte, bon bah tu y vas, c'est tout quoi, c'est le meilleur club du monde. Donc voilà, bon, on comprend le raisonnement hein, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Et le PSG, eux, à la place, bah, cet été-là, ils vont signer un certain Marco Verratti. Bon, pas mal. Je sais pas si c'est du niveau de Modric, mais bon, c'est pas non plus une erreur. Ah, celui-là, il fait du bien, je trouve, parce qu'on s'éloigne un peu de l'OM, de l'OL et du PSG. Ça permet de souffler un peu quand même. C'est Robert Lewandowski. Et ouais, Lewandowski, il a quand même failli signer plusieurs fois du côté de la Ligue 1. En tout cas, il a été suivi très très longtemps par un club en particulier, c'est le RC Lens. Et ouais, le RC Lens de Gervais Martel. À cette époque-là, bah, Lewandowski, il est vraiment dans les petits papiers du RC Lens. Et ça depuis l'été 2007. Et d'ailleurs, le RC Lens, ils vont le rater 3 fois. Donc c'est quand même dire. La première fois, il a 19 ans. Donc là, il est tout juste pro. Bon, on est limite un peu sur les critères que j'ai définis en début de vidéo quand même. Mais vu qu'il y a quand même 2 autres fois derrière, bon, moi je trouve que ça colle parfaitement. Bon, en 2007, il est en D3 polonaise, il explose, il met 15 buts en une saison et il est meilleur buteur de la D3 polonaise. Il est déjà repéré justement par le RC Lens, mais finalement le club est un peu trop gourmand sur le joueur et donc Lens à ce moment-là se dit que c'est un pari un peu trop risqué parce qu'un peu trop haut financièrement. Donc ils réfléchissent un peu, mais finalement ils partent quand même sur des valeurs qui leur paraissent en tout cas plus sûr à l'époque, c'est Bonaventure Kalou et Kanga Calais, mais ça les empêche pas de continuer à le suivre. Hein. Et le vrai momentum où ils vont essayer de le signer, où en plus Lewandowski est déjà un joueur bien fini, c'est en 2009. Donc là, il est du côté de Poznan. Bon, il a encore fait toutes ses saisons, meilleur buteur, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de problème, il suit sa trajectoire, aucun problème là-dessus. Et Poznan, bah, il propose 6 millions. Donc là, clairement, c'est quand même un sacré budget pour l'époque et pour le RC Lens. Ils vont pas réussir à s'aligner. Et donc ils vont pas le signer. Et l'année d'après, ils vont même être en mesure de le signer pour 4 millions. Mais même là, ça va être trop costaud pour eux. Et donc finalement, c'est Dortmund qui va le signer pour 4,5 millions. Et derrière, bon bah voilà, hein, Lewandowski à Dortmund, on connaît l'histoire. Il empile les buts, les quadruplés contre le Real Madrid, etc. Il signe au Bayern et puis et c'est parti quoi. Donc voilà, on aurait pu voir ce joueur-là en Ligue 1 et en plus se dire qu'ils auraient pu le signer autour de 2009-2010. Tu te dis, tu avais déjà un joueur quand même costaud. Ouais, dans le championnat de Ligue 1, ça aurait été le feu. Hein. Bon, allez, pour le prochain, on retourne à l'OM. Bah ouais, là, je pouvais pas faire une pause trop longtemps. Hein. Clairement, c'est forcément les clubs sur lesquels il y a eu les dossiers les plus chauds, etc. Donc voilà, c'est encore l'OM et c'est Luis Suarez qui a failli signer à l'OM en 2010. Alors non, je parle pas du Luis Suarez qui nous a fait un petit passage du côté de l'OM. Personne s'en souvient. Non, je parle du vrai Luis Suarez, du Barça, la MSN, etc. Voilà, l'Uruguayen, le vrai, le denté là. Et là, été 2010, on est avec Didier Deschamps en tant qu'entraîneur de l'OM. Didier Deschamps, il est vraiment fan de Luis Fabiano, il veut signer Luis Fabiano, mais finalement ça se fait pas. Et donc on explore d'autres pistes. Il y a Quagliarella, il y a Maxi Lopez, je crois. Et puis il y a Luis Suarez. Et à ce moment-là, bon, lui, il est du côté de l'Ajax, il a empilé 48 buts en 49 matchs, je crois. Il fait une saison monstrueuse. Enfin bon, voilà, clairement, tu sais que c'est une valeur sûre qui va te permettre d'avoir enfin le grand attaquant. Mais bon, on sait pas trop pourquoi. Deschamps, il est pas totalement fan du profil du joueur. Voilà, ça colle pas tout à fait à ce qu'il veut mettre en place. Bon, voilà. Et du coup, ils partent sur André-Pierre Gignac et Loïc Rémy pour 33 millions. Bon, on peut pas trop leur en vouloir non plus, hein, dans la mesure où ça n'a pas été des flops à l'OM, ça a plutôt bien marché, donc voilà, c'était une décision stratégique. Luis Suarez, lui, il va signer à Liverpool pour 27 millions. Donc après, voilà, soit tu as Gignac et Rémy pour 33, soit pour le même prix, tu as un seul joueur, mais bon, quel joueur quand même. Voilà, là-dessus, bon, il n'y a pas trop, je trouve, de reproches à faire du côté de l'OM. C'était une décision du moment. Comme ça peut arriver à tout moment, tu passes à côté de joueurs parce que tu préfères signer d'autres joueurs à ce moment-là. Mais c'est clair que Luis Suarez à l'OM, je trouve que ça aurait été assez costaud avec sa grinta là. J'aurais bien aimé voir un petit Luis Suarez un peu mordre le cou de Chris le policier par exemple. En 2010, il était encore du côté de l'OL. Ouais, ça aurait été assez marrant. Hein. Ouais, le petit dernier, c'est Grisou. Bon, moi, j'aurais kiffé le voir en Ligue 1. Franchement, c'est un joueur que je kiffe et je trouve que c'est un joueur de collectif qui est vraiment incroyable. Et il a eu plusieurs opportunités de signer en Ligue 1. Et la première, la plus connue, clairement, c'est l'OL. Parce que, bah voilà, c'est un mec qui vient de Mâcon à la base. Donc forcément, il a fait des essais du côté de l'OL quand il était petit. Malheureusement, à cette époque-là, en fait, il y avait 2 choses. Bon, déjà, l'OL le trouvait trop petit. Donc, comme tous les autres clubs en France où il a fait ses essais. Donc, ils l'ont conseillé d'attendre un peu, de faire sa croissance, de grandir. Et puis, en attendant, eux, ils lui proposaient de le suivre.
Et l'autre raison, c'est que à cette époque-là, en fait, il y avait quand même une restriction géographique sur les joueurs que tu pouvais recruter dans tes centres de formation. Et Antoine Griezmann, il était à plus de 50 km de l'Olympique Lyonnais, donc il pouvait pas le recruter comme ça. Donc en fait, bah, c'est ça aussi qui a fait qu'ils sont passés à côté. Donc finalement, bah voilà, il va se faire refuser de toute façon de tous les centres de formation de France et il va aller du côté de la Real Sociedad, etc. Et puis on connaît l'histoire. Bon, là vous allez me dire encore, mais attends, qu'est-ce que tu fous Thibaut on n'est pas dans tes 3 critères. Clairement, il n'est pas encore joueur pro, c'est pas une star établie, donc ça colle pas du tout. Ouais, mais il a failli signer du côté du PSG après, pendant sa carrière un peu à son prime. Donc bah, là, ça colle. Là, ça colle. Et à plusieurs occasions, il a été pas loin de rejoindre le PSG, hein, franchement. Bah, déjà en 2016, bon, à cette époque-là, moi je trouve que c'est un des primes de Grisou. Clairement, il vient de porter l'Atlético jusqu'en finale de Ligue des Champions. Bon, la France, on n'en parle même pas à l'Euro 2016. On va essayer d'éviter le sujet, mais clairement, il fait un Euro de porc. Hein. Et donc, à cette époque-là, bah, y a Zlatan qui vient de partir du PSG. Et donc, le PSG, ils sont en train d'essayer de reformer un peu un trio d'attaque avec Cavani et Di Maria. Et Griezmann, il plaît énormément parce que c'est aussi... c'est un vrai profil, mais c'est pas vraiment la star absolue du projet là, si jamais il signe au PSG. Et donc, c'est super intéressant parce qu'en plus, c'est un joueur de devoir, c'est un joueur de collectif qui s'insérerait pleinement, etc. Et à cette époque-là, bah, la clause libératoire pour le signer, c'est 80 millions. Déjà, ça fait un peu réfléchir le PSG, même si évidemment, c'est pas un problème pour eux, on le sait. Mais ça fait déjà un peu réfléchir le PSG. Et surtout, il y a Eric Olatz, qui est le représentant de Griezmann à l'époque, bah, qui freine parce qu'il est pas très chaud pour le projet, il y croit pas trop. Et donc finalement, voilà, ça recule à ce moment-là et finalement le truc se fait pas. Et il y a un autre moment aussi où il était assez proche de signer au PSG. Il était en négociation avec Leonardo en 2020 parce que Leonardo voulait forcément un remplaçant à Neymar si jamais Neymar partait parce qu'il y avait des très fortes négociations avec le Barça. Neymar voulait retourner au Barça et donc Grisou aurait fait le sens inverse et serait allé du côté du PSG. Et là, en fait, bah, finalement, pour plusieurs raisons, notamment financières, le Barça va pas réussir à pouvoir se repayer Neymar. Donc, il va pas partir. Et donc, du coup, bah, forcément, le plan de lui trouver un remplaçant, même si c'était déjà plutôt bien avancé avec Griezmann, bah, ça va pas se faire parce qu'il n'y a pas lieu de recruter un autre joueur comme lui, forcément, s'il y a déjà Neymar, hein, c'est logique. Mais un petit Grisou en Ligue 1, ouais, franchement, avec son flow et tout, ça aurait été assez sympa. Je pense que ça aurait bien rendu. Hein. Bon voilà les gars, c'est quand même des sacrés dossiers. Franchement, j'avoue que c'est des joueurs, ouais, j'aurais kiffé les voir évoluer en Ligue 1. Alors bon, j'aurais pas pu voir tout le monde. Hein. Pelé en 71, on se doute que ça aurait été compliqué. Peut-être des petits highlights maintenant qu'il y a la chaîne YouTube Ligue 1 Vintage. Mais ouais, c'est vraiment des joueurs. Ça aurait été assez kiffant de les voir dans notre championnat. Pour les petits fans de foot que nous sommes, voir des joueurs comme ça en Farmers League, toujours un kiff. Et puis, qui sait, peut-être qu'en plus, ça te construirait un historique beaucoup plus fourni et ça t'aiderait aussi à vendre tes droits télé en ce moment. Hein. Ça pourrait être utile. Donc voilà. Bon, clairement, c'est pour moi les plus gros manqués de l'histoire de la Ligue 1. Après, il y en a plein d'autres, mais je trouve que toutes les histoires un peu des joueurs qui ont été ratés pendant leur formation, quand ils ont fait des tests, etc. Il y a Eto'o, il y a Drogba, même si Drogba, il a quand même joué en Ligue 1 au final. Je trouve que, bon, c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Et même de toute façon, des transferts que tu as failli faire, ça arrive un peu régulièrement. Mais des joueurs comme ça, moi je trouve que c'est les transferts qui sont franchement les plus impactants. Ceux où tu te dis, ouais, là clairement, ça aurait été vraiment autre chose de les voir dans le championnat. Quoi. Bon voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Dites-moi un peu s'il y a des joueurs que j'ai oubliés, auxquels vous pensez qui peuvent rentrer dans les critères ou pas forcément. Si ça se trouve, il y a d'autres transferts ratés, vous, qui vous ont plus marqué. Et, c'est vraiment ceux-là où vous vous dites, putain, ça aurait été assez incroyable de le voir en Ligue 1. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis pour le reste, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Allez, ciao!